Joyeux Pâques, Vincent. Joyeux Pâques! Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de Renard. C'est un deuil qu'on a dû faire. Mm-hmm. On était super enthousiastes à l'idée de présenter Vivace, qui est le nouveau nom de la compagnie. Ouais. Il y a des choses qui restent, il y a des nouveautés qui s'en viennent. On avait hâte, on l'avait timé justement avec le printemps, avec Pâques, qui est aussi associé avec la fête de ma grand-maman. Fait que c'était un moment significatif pour nous de dire à ce moment-ci, on va faire un changement. De renaissance. Une renaissance. Ouais. Mais on s'est rendu compte qu'avant de se lancer dans la nouveauté, il fallait parler de ce qui nous a amené à faire cette transition-là. oui, c'est ça. Parce que les gens nous le demandent. Ah, pourquoi vous changez de nom? Qu'est-ce qu'il y avait Renard? C'est une bonne question. Ça fait, ça fait des mois 3 ans qu'on est là-dessus. qu'on est sur Renard. Ensemble. Ouais. Voilà. Et on s'est dit, OK, ben faut l'expliquer, en fait, cette portion de l'histoire-là pour fermer le chapitre avant de commencer le prochain. Ouais. Fait que, aujourd'hui, en fait, on va... L'épopée qui nous a amenés vers ce changement-là est très reliée à notre enfant. Si vous nous suivez sur les médias sociaux, on en a parlé à quelques reprises. On a donné des petites bribes d'informations. On a parlé du récit d'accouchement, en fait, le récit de naissance que vous pouvez écouter en épisode de podcast également. Mais aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé après, après l'accouchement, puis comment ça a complètement chamboulé notre vie comme humain, mais c'est ça, comme entrepreneur. Ouais. Le changement que ça a apporté. Donc, si on retourne dans le temps, il y a 1 an. Ouais. Au mi-avril 2021. On était associés avec nos amis de Moving Creatures pour lancer un nouveau jeu de mouvement parent-enfant. Ouais. On s'impliquait avec eux parce qu'on croyait énormément à leur projet. Et on s'était dit, la date de lancement du projet, c'était la date d'accouchement prévue du bébé parce qu'on se disait que c'est dur de se fixer des dates en entreprise, je trouve, puis de les respecter parce que tu sais jamais combien de temps prennent les choses. Hein? Ouais. Quand c'est nous qui fixent les dates en tant que travailleurs, c'est différent, c'est plus difficile, on dirait. Puis c'est dur des fois de les respecter parce qu'on peut les bouger n'importe quand. Fait que là, on a un peu découvert comme étant des dates significatives ou que t'as pas le choix, là. T'es supposé accoucher le 13 juillet. Ça nous force à livrer la marchandise pour cette date-là. Fait qu'on s'était dit, avec nos partenaires, en fait, qu'après le 13 juillet, après le 13 juillet, qui était la date où Marc-Claude était supposé arriver, après le 13 juillet, on ne pouvait plus mettre une seconde, en fait, sur ce projet-là, jusqu'à ce qu'on soit de retour. Et c'est là que nos attentes et la réalité n'ont pas concordé. Aussi, parce que dans notre plan, dans notre plan, comment dire, on était quand même ouvert au changement. Là, on n'avait rien de booké après la naissance d'enfant parce qu'on se disait, on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais quand même, en arrière-plan, on se disait, après 2 jours, pas que je vais commencer à travailler, mais tu sais, je me disais, je vais être capable de marcher à nouveau, tu sais, je vais être normale. J'avais entendu des anecdotes de personnes qui disaient comme, ma femme, à la deuxième, elle est allée jouer au bowling après 3 jours. Là, j'étais comme, je pense que, tu sais, je suis en forme. On s'était beaucoup préparé sur différentes dimensions, autant pour l'accouchement qu'avec l'arrivée du bébé. Je me disais, on va être prêt. Ouais. Tu sais, je me sentais super bien dans mon corps. J'adorais être enceinte, en fait. Là. Je pense que j'aimais mieux être enceinte que pas enceinte. Tu marchais beaucoup, tu étais active quand même, il n'y avait pas de problème, les hormones dans le tapis. Les hormones dans le tapis. Fait que, tu sais, je me disais que, OK, après 2 jours, tu sais, je vais être fatiguée. Mais ma soeur, en fait, ça a fait ça. Josiane, elle était quand même remise sur pied comme rapidement, assez vite. Fait que là, tu sais quoi, que la fatigue embarque, mais c'est pas ta affaire, là. Puis là, après, je me disais, à 7 jours, je vais commencer à lire des livres. En fait, je vais être avec mon bébé à la maison, puis je vais lire. Puis finalement, tu sais, je me disais, après 1 mois, on va peut-être être prêt à commencer à travailler comme mollo, là. Je sais pas, toi, tes attentes, c'était quoi? Moi, c'était un peu... Toi, tu te projettes moins dans le futur, t'es vraiment dans le moment présent. Moi, je suis vraiment dans le moment présent, puis
habituellement très confiants que les choses vont bien aller. Ouais, on n'était pas anxieux du tout Non, d'arriver pas du d'enfant. Puis, c'est ça. Fait que là, le Marc Aurèle est né. Déjà, l'accouchement s'est pas passé comme Non, on il y a plein de prévoyait. surprises. Ça, vous pouvez écouter l'épisode qu'on a fait là-dessus, justement, si ça vous intrigue d'en savoir plus. Puis, somme toute, on s'en est bien tiré, là, comme il n'y a pas d'amertume, pas trop de tristesse par rapport à ça. Mais quand même, le mot qu'on a écrit sur notre papier puis qu'on dit constamment, c'est que le 4e trimestre, en fait, on a découvert cette période-là post-accouchement où le corps s'adapte encore. Ouais. Les 3 mois après l'accouchement. Les 3 mois après l'accouchement, en fait. Ça a été violent. C'est le mot que... Ouais, ça a été violent. Je suis pas allée jouer au bowling après 2 jours. C'était pas mon but, là. Ça a été violent. Parce que, malgré notre préparation, puis malgré qu'on comprenait d'avance que, ça faisait des années là, qu'on parlait qu'on est déconnecté de la nature, qu'on est déconnecté des gens autour de nous, puis que le mouvement, c'était ça notre sujet en fait. On a découvert comment, avec les années, le mouvement, c'est pas juste de brûler des calories, c'est ce qu'on fait c'est notre engagement dans le monde réel, c'est réaliser des choses avec ses mains, c'est bouger pour aller, comme aller, avant c'était cueillir, chasser, s'abriter. C'est comme... Il meublait notre style de vie en fait, c'était pas c'est pas quelque chose qu'on fait à côté, tu sais. Ouais, c'était pas un moment dédié ou un espace dédié dans notre vie. Puis il y a des auteurs qui nous ont super inspirés qui parlaient de ça, que la sédentarité des humains actuellement est connectée à une culture de la consommation où on est déconnecté aussi de la nature, puis déconnecté des gens autour de nous. Fait que, tu sais, sur papier, théoriquement, on savait ça, on est capable de le dire. Mais on dirait que la vie a le don de te faire vivre des choses pour que tu l'intègres profondément dans ton système nerveux. Genre. Comme quand des connaissances deviennent du savoir. Du savoir, là, de la sagesse même un peu. Là. Fait que ce qui est arrivé, en fait, c'est que je me sentais juste à l'hôpital d'avoir un bébé naissant dans les mains. Je sais pas pour les parents comment c'était pour vous, mais il y a une partie de moi que il y a de l'intuition. Il y a de l'intuition. Le bébé a des comportements intuitifs que j'aurais même pas pu imaginer. Comme, je savais pas, j'ai appris ça grâce à mes sages-femmes, j'ai regardé des vidéos de ça, mais c'est le bébé, tout de suite après la naissance, sans même être lavé et déposé sur le ventre de la mère, par ses sens, il est capable de retrouver le sein. Genre, il va comme ramper un petit peu pour aller retrouver le sein pour son premier bord. Comme, ce qui est absolument fascinant, puis ce que mon bébé a fait. Genre, c'est juste insane, tu sais. Fait il y a une partie d'intuition, mais il y a aussi une partie, finalement, que l'humain apprenait à s'occuper d'enfants en voyant des enfants toute sa vie, tu sais. Puis on vivait en communauté multigénérationnelle, comme les enfants, les bébés étaient à côté d'enfants de 2 ans, de 4 ans, de 7 ans, ils n'étaient pas segmentés dans une pouponnière, puis après à la garderie par âge. Fait que, bref, je sais pas si ça vous a fait ça comme de vos parents, mais de tenir un bébé naissant dans les mains, puis des fois de pas savoir quoi faire exactement. Puis il y a quelque chose d'alien là-dedans un peu, de comme... on n'a jamais fait ça avant. Puis en fait, c'est peut-être normal en ce moment que des gens de notre âge n'aient pas tenu beaucoup de bébés naissants dans leur vie puis sont un peu clueless comme parents. Mais c'est pas parce que c'est normal en ce moment que c'est naturel, c'est normal pour l'humain à une plus grande échelle. De pas avoir vu un bébé naissant avant de savoir pas de quoi savoir faire qu'un enfant, en fait, c'est anormal. C'est absolument pas humain. Puis je pense que c'est ça une des grosses réalisations qu'on a eues, c'est qu'il y a énormément de difficultés qu'on vit comme parents, que c'est comme un peu pris pour acquis, que c'est ça, c'est parents, la parentalité, c'est pas facile. Puis il y a une voix à l'intérieur de moi qui a commencé à crier de plus en plus fort pour dire, genre, non, c'est tough parce que le style de vie moderne est brisé. C'est pas ce qu'on est supposé vivre. Puis, c'est ça, des exemples que, avant, comme l'enfant était supporté par un clan, par une tribu, de manière à ce que, tu sais, des femmes qui allaient aider la mère à s'occuper du bébé. Fait que l'idée que, puis il y a d'autres personnes dans la tribu qui seraient en train de préparer la bouffe puis l'abri pendant que les parents font d'autres choses. C'est fait que l'idée que 2 humains
tout seul, exécute toutes les fonctions d'un foyer, genre, tu sais, comme trouver la bouffe, faire le ménage, là, c'est comme s'occuper du bébé, faire tout de A à Z, parce qu'avant, l'expression « ça prend un village », on l'a vraiment ressenti. Ouais. Puis le niveau de détresse psychologique que j'ai ressenti, pas juste à cause de la fatigue du bébé, là, mais je sais pas, moi, la manière que j'ai vécu, je sentais comme une tristesse profonde là, pour une vie. J'ai l'impression que je connaîtrais peut-être jamais, cette vie-là en tribu serrée. C'était comme un deuil de une partie de l'histoire humaine qu'on vit plus en ce moment. Puis je pensais pas vivre un niveau de désarroi aussi intense. Non. Je sais pas, toi. Ben, c'est qu'on est allé au bout. En fait, on a réalisé que on est tous, en ce moment, globalement, isolés. À un extrême qui est inhumain, en fait. Là. Puis ça a été amené sûrement... En fait, on est dans un individualisme extrême, un peu comme tu disais. Là, c'est un peu aux parents en fait, au foyer, de gérer la nourriture, de gérer le ménage, de gérer les enfants, de gérer tout ça. Puis c'est inhumain, en fait, comme expérience. Avant, c'était, comme tu disais, une vie de clan. Puis si quelqu'un avait de la difficulté à faire une chose, bien, il se faisait aider par d'autres choses, par d'autres gens. Puis c'était vraiment une vie de proximité. Puis là, on est à une étape de l'humanité où tout le monde est dans son petit foyer, dans sa petite maison. Puis oui, les gens proches de nous ont aidés. Là. On n'a pas été. on s'est pas fait refuser de l'aide, mais c'est vraiment pas la même chose que d'habiter puis de vivre, en fait, ensemble, avec d'autres humains. Là. Comme, c'est pas la même dynamique du tout. On a compris la distinction. Pour ceux qui nous écoutent, je m'excuse, le bébé dort dans nos bras. C'est notre nouveau partenaire de travail. En fait, on a réalisé c'est quoi la différence entre célébrer ensemble et vivre ensemble. Se retrouver comme là pour Pâques, on va aller voir ma famille, passer comme un après-midi, une journée entière ensemble, c'est une chose. Cohabiter, vivre ensemble, partager le quotidien, c'est pas la même réalité. Non. Puis, nous, ça c'est devenu même un nouveau rêve, une vie multigénérationnelle, de rapprocher l'enfant de ses grands-parents. Fait que, des exemples concrets de comment ça s'est manifesté, par exemple. Dans certains de nos épisodes, on a parlé de comment les objets qui nous entourent, on le dit, ça nous permet de moins faire de mouvements. Il y a des objets, l'humain est ingénieux à inventer toutes sortes d'objets pour que l'objet accomplisse des tâches que lui peut accomplir, puis il peut mettre son esprit ou son énergie ailleurs. Que ce soit genre une cuillère, une spatule, toutes sortes de choses. Outre les grandes technologies modernes comme l'électricité ou les voitures, n'importe quel petit objet permet d'accomplir quelque chose à notre place. Puis on s'est rendu compte maintenant que l'enfant était là, que la réflexion sur les objets reliés aux enfants, comme les chaises de bébé, les parcs, les ça, ça non plus, ces objets-là n'existaient absolument pas avant, puis ils existent aujourd'hui, puis ils sont un répit pour des parents quand, justement, tu n'as pas la grand-mère ou la tante ou l'enfant qui viennent s'occuper de l'enfant pour te soutenir. Puis les parents, justement, c'est insoutenable de s'occuper d'un enfant. On s'est rendu compte que les tâches qu'on imaginait faire, comme le pas de couche, on a tout fait. L'allaitement, le sans-couche, le cododo, on a réussi à tout faire, mais on a quand même été drainés, pas parce que je pense que ces tâches-là sont intrinsèquement compliquées ou difficiles, mais parce que c'est plus ce qu'on connaît. On n'avait pas nécessairement de modèle direct dans notre quotidien de familles qui avaient toutes fait ça de A à Z. Et il n'y avait pas non plus justement ce réseau-là qui nous soutenait dans ces initiatives-là. Puis, c'est ça, c'est que les gens qu'on aime, qui nous entourent, nos familles, n'étaient pas familiers non plus avec ces pratiques-là du tout. Fait que ça devenait difficile aussi d'aller chercher de l'aide. Pour quelque chose qu'on apprenait nous-mêmes. Oui, pour des choses qu'on apprenait et qui n'étaient pas culturellement normales, disons. Oui, absolument. Fait que, tu sais, je pense que le défi pour nous, c'était pas tant de dire comme « Ah, c'était essoufflant faire du HNI, faire X, Y, Z ». Moi, ce que j'ai trouvé essoufflant, c'est de devoir s'occuper d'un bébé constamment, comme sans répit. Sans répit, jamais, tu sais. Puis ça... Il y a même une expression. Je textais ma soeur, puis entre mères, on s'écrivait, puis j'ai écrit les mots, ça reste dans mon esprit. La banalité du quotidien m'accable. Puis, tu sais, à un moment donné, tu as l'impression de devenir fou parce que c'est tellement inhabituel, je pense aussi pour notre génération que on
on peut aller sur Internet facilement, se distraire, s'évader, aller... Passer à autre chose. L'individualisme dit comme, aujourd'hui, j'ai envie d'aller me prélasser comme 4 heures dans un café, étudier, faire mes choses à mon rythme. Puis là, t'es comme contraint de faire les choses qui doivent être faites pour prendre soin de cet enfant-là. Puis tu sais, pas à ton rythme, la vie de clan que l'humain a eue dans le passé, c'était un peu symbiotique, là. Tu sais, chaque humain était un peu dépendant. Tu sais, comme tout le clan était dépendant les uns des autres, mais là, on s'est rendu compte que, tu sais, on est tous très individualistes, mais le bébé arrive, puis là, c'est un être qui a besoin de vivre en symbiose, là. Fait que c'est comme s'il ramène ça de force un peu. Mais c'est nécessaire, là, parce que je crois que c'est profondément humain d'être en symbiose un peu avec d'autres humains, là. Mais comme tu dis, tu sais, c'est comme, on est super habitué à dire, je fais mes affaires, puis, mais là, c'est comme, non, il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de toi, ou qui a besoin d'un autre humain, constamment, là. C'est lui qui amène le rythme des choses. Il y a un nouveau rythme qui s'installe. Il mène le bal. Fait d'autres exemples, c'est ça. Un des livres qui nous avait un peu préparé à ça, c'était le livre Le Continuum, qu'on s'était fait chaleureusement recommandé par quelques invités de podcast d'ailleurs. Je pense que c'est un livre qui est assez marquant. On va sûrement faire une fiche sur ce livre-là. Ah, c'est sûr, certain. Je ne sais pas si tu peux nous parler de toi, ce que tu as retenu comme liste des clés de ce livre-là avant qu'on en parle en plus en détail. Ben, je pense que ça revient beaucoup à la vie clan. En fait, ça fait un petit bout que je l'ai lu. Le Continuum. Mais c'est une dame qui est allée vivre dans des tribus, je pense en Amazonie, ou dans cette région-là, puis qui était en contact avec ces cultures-là, où ce que justement, c'est des clans, c'est très symbiotique, puis il n'y a pas beaucoup de technologie, puis il n'y a pas beaucoup de, comment dire, ils sont peu civilisés, mais ça les rend, ça rend leur quotidien très, très, très humain, en fait, parce qu'il n'y a pas toutes ces technologies-là qu'on a inventées dans les 100 dernières années, ou toutes ces nouvelles normes, ou ces petites cultures-là qui rend les choses un peu aliens. C'est quelque chose de très, très... c'est comme un retour à l'essentiel, si on veut. Puis elle, le nom qu'elle a donné à ça, qui est comment l'humain vivait avant les technologies, puis avant qu'on soit tous isolés puis individualisés de notre côté, c'est le continuum. Fait que comment ressemblait le style de vie, en fait, quand on était dans le continuum? Quand c'était... Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que le continuum, c'était là qu'il y a aussi un enchaînement d'expériences ou de moments qu'un humain va vivre normalement. Puis qu'aujourd'hui, on a un peu la réflexe de dire comme « Ah, tout le monde peut vivre sa vie à sa façon, comme la liberté de choix. » Moi, je pense qu'il y a tellement de possibilités en ce moment que notre génération, une de nos énormes souffrances, en fait, c'est le paradoxe du choix. C'est qu'il y a tellement de possibilités qu'on en devient interdit, puis on est profondément anxieux par rapport à ce qu'on doit faire. Il y a énormément de possibilités, puis on nous dit il n'y en a pas vraiment des mauvaises. Il n'y en a pas vraiment des mauvaises, mais à lire sur l'anthropologie, comme si on recule, on comprend que l'humain a vécu la majorité de son évolution dans la nature. Puis il y a des choses, notre corps est encore le corps de l'Homo sapiens de là 200 000 ans. C'est le même corps, c'est le même cerveau. Fait qu'il y a, maintenant, de notre perspective, il y a réellement un contexte puis des expériences qui sont plus bénéfiques que d'autres, plus bénéfiques que d'autres. Puis cette idée-là qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse comme parents, en fait, nous, on aime mieux être à la quête d'un contexte optimal puis de bonnes réponses que de dire il n'y a juste pas de bonne réponse, parce que dans ce cas-là, quand quelque chose cloche, ça te donne aussi l'impression que tu peux rien faire parce que tu te dis genre ah, c'est comme ça puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Fait que, mais peut-être qu'on continue dans une mauvaise voie. T'sais. Fait que nous, cette souffrance-là, il y a une partie de moi qui refuse de croire qu'être parent, ça devrait être aussi souffrant ou stressant. Je crois réellement que le contexte dans lequel on est rend ça stressant parce qu'on est sorti du continuum. Fait qu'un exemple concret de comment... C'est ça, si on est dans le continuum, il y a un enchaînement d'événements bénéfiques qui vont se produire, mais si on en sort, il va aussi avoir un enchaînement d'effets moins optimaux ou même des fois négatifs qui peuvent se produire. Puis là, des fois, les technologies, ça devient juste genre une cascade d'interventions pour patcher le problème initial. Exemple concret. Le bébé, on va pour si vous ne saviez pas, mais le point, c'est que ma collègue était en siège, on l'a découvert 4 jours avant que j'accouche. On ne savait pas quand j'allais accoucher, en fait. Quelques jours avant la date. Quelques jours même après, je pense, la date prévue. La date prévue. Il s'est tourné. Il y a tellement de signaux qui m'ont dit que ce bébé-là s'est tourné. En tout cas, c'est une autre histoire. Mais on a essayé de le faire retourner. Finalement, j'ai
il est né par césarienne. Mm-hmm. Puis, qui est pas une voie naturelle. Je veux dire, c'est une possibilité en ce moment que les bébés naissent par césarienne, mais c'est comme nouveau dans l'histoire de l'humain. Ouais. Puis, OK, c'est une chose, on s'en est quand même bien tiré, c'est un bébé en santé, tout est correct. Puis plus tard, Marc-Aurèle avait des coliques. Puis pour les parents qui ont des bébés avec des coliques, on sympathise parce que c'est absolument atroce. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi en fait? C'est quoi? C'est ça l'affaire. C'est que sur Internet, quand tu googles, si on écrit colique, là, ça va dire que c'est n'importe quoi qui fait pleurer un bébé. C'est comme une cause, des fois non identifiée, qui fait pleurer un bébé, puis ça peut être tout et n'importe quoi qui explique ces pleurs-là, mais c'est des pleurs un peu inexplicables, prolongées. Il y a des définitions plus standards là, qui disent que c'est comme 3 heures par jour, 3 jours. Je sais pas trop, mais c'est juste puis... genre... Mais j'ai trouvé des réponses plus lousses que c'est de dire, c'est comme si un bébé pleure 5 heures de suite non-stop, c'est pas normal. C'est pas genre un bébé veut pas vivre ça. Nous, je pense qu'on a eu un cas quand même léger de colique. Ça arrivait plus le soir, peut-être 1 heure. Que le bébé pleure, puis on sait pas pourquoi en fait. Puis peu importe le réconfort qu'on lui donne, ça change rien. Puis un pleur de bébé, c'est fait pour dire aux parents j'ai besoin de ton aide. Fait que c'est impossible de faire autre chose si un bébé pleure. Puis on dirait que le système nerveux devient à cran. Fait que des heures de prolonger comme ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Fait que pour les parents qui ont vécu ça, je sympathise comme à fond. Mais justement, dans le continuum, je pense que quand... Puis on a lu d'autres récits anthropologiques qui expliquent que dans des tribus, justement, où il y a une certaine harmonie avec la nature et entre les personnes, les bébés ne pleurent pas comme ça. Les coliques n'existent pas. Puis c'est aussi une parentalité où les besoins de l'enfant sont répondus rapidement. Puis il n'y a pas cette vision-là qu'il faut laisser un bébé pleurer pour qu'il apprenne à gérer tout seul. En fait, au contraire, l'idée, c'est de dire comme on prend soin, ça crée un attachement vraiment profond. Puis l'enfant, il ne pleure pas pour rien. Moi, ma croyance, c'est ça, c'est l'enfant ne pleure pas pour rien. S'il pleure, c'est pour témoigner quelque chose et on doit un peu décoder ça. Il est purement sensoriel, puis s'il pleure, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais. C'est la prémisse. Puis, je pense que, justement, si je m'étais dit comme « Ah, ça l'arrive les coliques, c'est le même, puis c'est inexplicable », en fait, moi, j'aime poser la question « Pourquoi dans la vie? » Puis il y a toujours une réponse. Fait que si un bébé pleure 5 heures et que je sais pas, il y a quelque chose qui cloche, genre, même dans la fatigue, à une main, j'allais chercher des réponses. C'est ça la technique. Vince prenait le bébé, moi, de l'autre main, j'allais googler des réponses, puis je me suis dit, je vais trouver la raison des coliques de cet enfant-là, puis on va essayer de l'aider. Puis ce qu'on a découvert, puis il peut y avoir plein de raisons différentes, en fait, c'est ça qui est complexe. Je pense que les styles de vie varient tellement que, justement, il y a des raisons différentes qui peuvent aller des coliques. Dans notre situation, l'hypothèse qui a émergé en trouvant un médecin de médecine fonctionnelle, fait que l'approche holistique qui interrogeait une dame qui travaille pour une compagnie qui fait de la recherche sur le microbiome des bébés, en fait. C'était que, moi, mon intuition, c'est que c'était sa digestion qui clochait. Fait que là, j'ai essayé, par un peu miracle, dans la même semaine, dans les jours suivants, un médecin que je suis depuis des années, qui est le docteur Mark Hyman, postait sur son Instagram une vidéo de l'interview avec cette femme-là. Puis le titre, c'était justement comme le microbiome, sur le microbiome des bébés. Je me suis dit, il faut que j'écoute ça. Puis la dame expliquait, en fait, c'est une compagnie qui a développé des probiotiques parce qu'ils ont réalisé que puis leur cible, en fait, c'était même les naissances par césarienne parce qu'ils ont réalisé que les bébés qui ne sortent pas par voie vaginale, leur microbiome ne se développe pas comme ça devrait être normalement. Ils ne sont pas en contact, en fait, avec les bactéries, avec le microbiome de la mère. De la mère. Qu'un bébé qui naît naturellement. Puis ça, je l'avais entendu pour le passage vaginal, mais je vous invite à écouter cette entrevue-là. On pourra le partager dans les notes. Ce qui nous a fait rire comme un peu des enfants, c'est qu'on a découvert aussi que le passage de l'enfant avec le vagin qui est proche de l'anus, ben, il y a aussi des matières fécales, en fait, des bonnes bactéries qui sont nécessaires au développement du microbiome de l'enfant par le contact comme ça. Fait il y a des pratiques en ce moment de ce qu'on a compris où justement les bébés par césarienne, il peut y avoir des pratiques à l'hôpital. Je pense que les femmes peuvent le demander que, mettons, ils vont aller, je ne sais pas si c'est un coton-tige ou quoi que ce soit, mais qu'ils vont prendre dans le vagin de la mère puis enduire le bébé pour qu'il y ait un contact. C'est un transfert, mais qu'elle disait que c'était pas encore optimal parce qu'il y a certaines des bactéries qui viennent d'ailleurs. Puis après ça, j'ai continué les recherches, puis je suis tombée sur d'autres. Je pense que c'était un des chercheurs chez Nestlé en Suisse qui parlait que justement un peu le Saint Graal, c'était l'allaitement maternel, mais qu'eux
il essaie quand même de pousser le développement des laits alternatifs pour plein de raisons. Parce que... C'est ça. Puis que dans leur recherche, eux aussi, comme ce qui était rendu cutting edge en ce moment, c'est d'essayer de comprendre le développement du microbe du bébé dans des cas de césarienne. Puis là, ils parlaient exactement de une des bactéries, parce qu'il y a tellement de branches, fait que j'imagine que c'est juste la naissance de ce champ-là de recherche, là. Mais une des bactéries spécifiques qu'ils commencent à avoir des études qu'un ajout peut être bénéfique pour l'enfant. Bref, c'est vrai que genre, c'est pas notre spécialité, puis on parle pas de ça en général, mais... Non, mais on a juste un exemple, on a rapidement déduit que c'est pas seulement ce qui arrivait à Marc-Aurèle, que son microbiome était perturbé ou comme qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là. On a acheté le probiotique. On a acheté un probiotique. On a fait importer un probiotique, je pense, des États-Unis, qui est arrivé congelé, donc la grosse affaire. Mais on lui a donné, puis parce qu'on faisait en fait du HNI, on n'avait pas réalisé en fait, mais il faisait des cacas très liquides dans les premiers mois. Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Puis on lui a donné ces probiotiques-là pendant, je pense que c'est 1 mois. Mais après une semaine, ses cacas avaient changé. Fait qu'il y avait un impact là, parce qu'on le voyait. Puis les coliques étaient pas mal terminés aussi, là, comme on sent qu'on a possiblement mis le doigt sur le bobo. Ouais. Fait que, encore là, tu sais ça, on ne pourra jamais savoir à 100% parce que des fois c'est multifactoriel. Mais tu as raison, j'avais complètement oublié ça. Il y avait, tu sais, la chenille, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas l'expression, c'est l'hygiène naturelle infantile. On a fait aussi 2 podcasts là-dessus. Il y a des livres super intéressants sur ce sujet qui émergent même en français. C'est d'accompagner l'enfant à l'hygiène à l'hygiène nous, on l'a fait dès la naissance. Puis maintenant, Marc-Aurèle a 8 mois, puis il ne porte plus de couche. En ce moment, il n'y a pas de couche. Ça fait 3-4 mois que la nuit, il n'y a pas de couche, il ne mouille pas son lit. Non. Il urine pas de façon inconsciente. Fait que dans les premiers temps, en fait, ce que tu me rappelles, c'est que il y a une proximité qui s'installe. Le premier livre que j'avais lu sur le sans-couche disait justement qu'elle appréciait ça pour le bien-être de l'enfant, mais aussi pour la relation avec l'enfant, où tu arrives à percevoir des signaux, à avoir de l'information sur la santé de l'enfant que tu n'aurais peut-être pas si tout finissait dans une couche, en fait. Puis, vu qu'on était dans cette démarche-là ça s'appelle aussi le sans-couche, mais on en met des couches. On en mettait des couches au début. Mais l'idée, c'était de prendre l'enfant puis d'essayer de comprendre quand est-ce qu'il veut faire ses besoins puis de le mettre sur un pot. Nous, on le mettait sur une couche de coton à terre, mais en tout cas, je pense que je me rends compte, on se remet dans ce sujet-là pour on va en parler longtemps. Mais bref, en tout cas. Ça fait qu'effectivement, j'avais complètement oublié ça. On avait remarqué que Marc-Aurèle était ballonné, qu'il faisait on appelait ça des pets sauce, des petits pets mouillés, puis on trouvait ça comme drôle, genre, tu sais, justement, un bébé, ça se contrôle pas à 100%. Des cacas assez liquides, mais on se disait c'est normal, puis c'était notre premier bébé. Puis là, on écoutait la dame parler des symptômes un peu, des fois, des signes qu'un microbiome peut avoir des problèmes. Puis elle disait ça, des ballonnements, outre les coliques, tu sais, c'est des ballonnements, des cacas trop liquides. Tu sais, fait qu'on était comme, OK, ce qu'on trouvait comme drôle ou genre, c'est bizarre, finalement. Ce qu'on pensait qu'il était normal. Finalement, en fait, ça il y a une accumulation de petits problèmes à gauche à droite. Ouais. Bref, en tout cas, fait que tout pour dire que, tu sais, beaucoup de personnes aspirent à un accouchement physiologique, puis moi aussi, j'aspirais à ça, de dire, je vais être en forme, comme le bébé va naître par voie naturelle, en guillemets, puis quand c'était le temps de naître par césarienne, je me disais, OK, ça va être ça, puis c'est correct, mais c'était tellement pas un scénario de naissance à césarienne que je voulais nourrir, que j'avais fait aucune recherche là-dessus, puis sur quoi faire après. Puis, en fait, même à l'hôpital, ils ne t'expliquent pas l'effet en chaîne de ça. L'effet que, aussi, la dame le disait dans le podcast avec Marc Herman, que les antibiotiques donnés à la mère, à la césarienne, influencent son microbiome à elle, puis éventuellement celui du bébé. Puis justement, moi, j'étais couchée sur la table pour la césarienne, puis la dame dit, fait qu'on va te mettre un antibiotique intraveineux pour ta cicatrice. Puis tu sais, c'est pas le temps de dire non, puis je l'aurais pas contredit, mais comme par après, fait que là, t'as la dame qui explique exactement ce qu'on a vécu parce que c'est standardisé, en fait. Puis elle connaît très, très bien comme les gens qu'elle veut servir, puis elle dit, à cause de ça, puis arrive ça, puis c'est exactement ce qui nous est arrivé. Fait que, mais c'est cet effet, ces effets-là en chaîne, c'est pas à l'hôpital qu'on nous a expliqué ça. Non, on va nous expliquer pourquoi on fait les choses pour diminuer les risques que telle autre chose arrive, mais il n'explique pas le choix
puis l'enchaînement. C'est ça, la cascade. C'est quand. Ouais, exact. Mais c'est ça, fait qu'on l'a découvert au fur et à mesure. Puis c'est là aussi où la chaîne est brisée. Tu sais, le continuum, si on voit ça comme une chaîne, un enchaînement de choses, mais il y a un bris dans La bactérie, c'est un bon exemple parce que ce qui est expliqué aussi, c'est que ben là, si l'enfant l'a pas finalement, puis il passe à travers ses premières années sans cette bactérie-là, ben si c'est une petite fille, ben, elle ne pourra pas la donner non plus à son enfant quand elle va. Fait que c'est un bon exemple de continuum brisé. Là. C'est comme un processus naturel qui était l'accouchement par voie naturelle, si on veut, qui est, une fois qu'il est coupé, ben là, c'est dur d'aller rechercher les bénéfices de cette chose-là. Bref, c'est juste un exemple mais avec la fatigue des parents puis un bébé qui pleure, c'était juste vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis même après qu'on a été reposé puis les nuits étaient meilleures, il y a ce sentiment-là qui m'habitait encore, que c'était pas la vie que je m'attendais ou que je voulais. Dans cette vie-là de... Puis j'étais triste aussi pour mon enfant de... Mettons que on réussissait à travailler ou aller... Puis qu'on restait présent quand même pour notre bébé parce qu'on a continué de travailler de la maison, en fait. De dire, cet enfant-là, c'est bizarre. Tu sais, comme normalement, il serait entouré, tu sais, cousins, cousines, des amis, puis il jouerait dehors, puis là, c'est comme des murs blancs. Même s'il y a des jouets, là, tu sais, que les adultes créent pour dire, comme, hey, go jouer avec ça. Tu sais, c'est comme, c'est absolument pas comparable à avoir des interactions continues. Puis, même là, tu sais, quand on est allé dans ma famille à Kamouraska, où il y a énormément d'enfants, mes cousines ont eu beaucoup d'enfants, ou même avec tes neveux puis ta nièce, comment des jeunes enfants, même juste le plus jeune, je pense qu'il l'a pris dans ses bras, c'est 3 ans, mais autant les petites filles que les petits gars, ils faisaient la ligne pour prendre les bébés, pour s'occuper des bébés. Il y a comme un intérêt, là, comme un l'avait dans les bras, puis l'autre venait nous voir, puis disait « Je peux-tu le prendre après? » Puis il trimballait partout. Des fois, c'est comme une poupée, des fois, c'est pour jouer, genre. Fait que ça aussi, je m'attendais pas à ça comme interaction avec d'autres enfants. Puis, fait que quand Marc-Noël se retrouvait tout seul, en guillemets, avec nous, il y a une partie de moi qui disait, il y a quelque chose qui me manque. T'sais. Puis je pense pas que ça lui cause un trauma profond en ce moment. Ou que, je pense qu'on le porte énormément, puis que, somme toute, il a l'air d'un bébé super joyeux. Il y a une partie de moi, c'est un petit deuil d'une vie, genre, que j'aimerais vivre, je pense. Ouais. Qu'on aimerait offrir aussi. Puis une autre chose, c'est que finalement, cette vie-là de tribune de nos réalisations, c'est qu'elle a été sous-traitée, elle a été donnée, mise sur... C'est la société qui s'en occupe maintenant. La vie de tribu, les gardiennes, le gardiennage, l'éducation a été confié à la société. Je pense que les parents d'aujourd'hui capotent aussi en ce moment parce que le système des garderies est aussi brisé. Fait que cette idée-là que le soin de l'enfant, qui normalement aurait été fait par la famille, que là, ben c'était correct, tant qu'il y a des garderies, c'est facile de l'inscrire, tu amènes ton enfant, tu confies ton enfant à un étranger, mais à la longue, c'est plus un étranger, puis il vient faire partie de ta réalité, ben c'est super, mais à partir du moment où il y a une pénurie, puis que ce métier-là, qui est absolument honorable, n'est pas assez valorisé, puis qu'il y a toutes sortes de problématiques, puis que là, les familles ont de la difficulté à trouver de l'aide, puis il y a des attentes, puis que tu as l'impression que tu peux même pas nécessairement avoir le luxe de te promener puis de découvrir quelle garderie te convient davantage. Ça aussi, il y a un sentiment que moi, je trouvais ça difficile de dire, hey, après le congé parental, est-ce qu'on va avoir quelqu'un pour cet enfant? Oui, parce qu'on ne sent pas que la situation va nécessairement s'améliorer. Disons que dans la dernière année, on a remarqué qu'on a... L'humanité, en fait, au Canada, là, on a beaucoup externalisé la santé, l'éducation, le gardiennage, justement, mais là, c'est des métiers qui sont difficiles, qui n'ont pas beaucoup, comme tu disais, de reconnaissance, puis que ça devient de plus en plus difficile comme domaine, puis comme milieu en ce moment. Fait qu'on sent pas que ça va nécessairement magiquement devenir meilleur. Il y a peut-être de moins en moins de gens qui vont aller dans ces domaines-là parce que c'est des domaines difficiles. Fait on se retrouve dans une situation où il faut se dire, OK, est-ce qu'il va falloir s'approprier, en fait, toutes ces facettes-là de notre quotidien. T'sais. Ben, c'est ça. Fait que, c'est quoi le rapport avec... C'est quoi le rapport avec Renard pour être devenu vivace? Ben, je pense que c'est ça. C'est ce qu'on a réalisé à un certain point aussi, c'est que je pense que Renard est né dans l'énergie de l'enfance avec la mère avec laquelle j'avais fondé avant.
Ça a toujours été là, l'enfance, la famille. Puis il y avait un côté très curieux, émerveillement, qui est encore là avec Vivace parce qu'on est des personnes excessivement curieuses. Puis je pense que garder un regard d'enfant sur la vie, c'est fondamental pour le bonheur. J'y crois. Mais tranquillement, pas vite, je pense qu'il y a une autre dimension de nous qui a émergé puis qu'on voulait exprimer dans l'entreprise. Puis c'est que le fait que, il y a des choses aussi, c'est ça, le style de vie moderne, on juge qu'il est brisé, il y a quelque chose qui cloche, puis ça amène une souffrance. Ça amène des bobos quotidiens, ça amène une souffrance émotionnelle, spirituelle, et éventuellement, ça mène à des maladies chroniques. Qui, en anglais, j'ai trouvé une autre expression que j'ai entendue, c'est des maladies de la civilisation. Et ça, on adore. Oui, on adore cette expression-là. Là. De dire que, en français, le mot maladie chronique, c'est comme on dirait que c'est là, puis tu peux pas vraiment y faire grand-chose. Mais en écoutant plein de podcasts en anglais, il y a d'autres termes qui ont émergé pour dire, c'est aussi, ils utilisent aussi l'expression « preventable disease ». Fait que ça dit que c'est des maladies qui peuvent être prévenables. Parce que je perds mes mots. Il y a aussi le lifestyle diseases, fait que ça implique que c'est le style de vie qui est le problème, puis des maladies de la civilisation. C'est dernièrement, j'ai entendu, puis j'ai dit, on va parler de ça. On va parler de ça. Mais éventuellement. Fait que tu sais, c'est un autre sujet, mais on s'est rendu compte que pour parler de la lumière, il faut parler de ce qui est sombre, il faut parler de ce qui va mal. Puis je pense que ça, pendant longtemps, ça nous a tourmentés parce qu'on se disait comme Renard, c'est une marque pour la famille, pour les enfants, il y a une énergie comme pure. On veut que ce soit lumineux. On veut que ce soit lumineux. Puis on dirait qu'on n'arrivait pas à conjuguer ça à l'intérieur de nous. De dire, on sent qu'il y a un problème, puis au fond de nous, on sent que quelque chose cloche, on l'a vécu comme personne. Même dans notre vingtaine, on a décidé d'être entrepreneur parce qu'on se sentait pas pleinement épanoui. On voulait créer des entreprises sociales qui allaient créer du bien. Mais même encore à ça, on avait de la misère à dire il y a quelque chose qui cloche. Puis parce que ça cloche, c'est là qu'il y a des solutions. Puis on voit plein de solutions, mais on n'était pas capable dès le départ de dire il y a quelque chose qui cloche. Puis c'est quoi le rapport avec Vivace? Ben, c'est de dire, il fallait amener un peu un renouveau dans notre vocabulaire, dans notre énergie. C'est drôle parce que Vivace a encore plus d'énergie comme créatrice, puis voir des solutions, mais je pense que c'est vraiment important pour nous aussi de dire, il y a des choses qui sont vivaces, puis il y a des choses finalement qui ne sont pas vivaces. Puis, le mot vivace vient avec une prise de position, je pense, qu'on n'osait pas faire peut-être dans le passé, mais qu'on on sent que c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire de le faire. Puis par le passé, le mot renard, on l'utilisait beaucoup, on disait ça, c'est tellement renard. Notre maison de rêve, c'était la maison renard. Fait que c'était aussi dans notre vocabulaire, puis c'est encore un animal totem qui est vraiment, vraiment important pour nous. Justement, le renard, j'avais choisi parce qu'il est vif d'esprit, il est agile. Mais vu qu'on veut beaucoup parler de mouvement humain, on dirait qu'on est revenu avec un adjectif comme le mot vivace, qui n'est pas juste applicable aux plantes, en fait. Ce que j'ai découvert, c'est aussi applicable pour les êtres vivants, puis c'est cet état-là d'être en santé longtemps. On dirait qu'être vivace, puis que c'est un mot qui peut être un adjectif qu'on applique aux humains, dire on veut des humains vivaces, c'était plus harmonieux. Puis, c'est ça, c'est un pressenti. Puis, voilà. Fait que le mot vivace, il y a aussi, oui, c'est ça, cette nouveauté-là de continuum, tu sais, la vivacité, être vivace, c'est revenir saison après saison. Il y a une durée dans le temps, une notion de temps qui est là maintenant qu'on apprécie énormément. Parce que justement, ce qu'on vit, c'est le concept qu'on avait découvert en anglais, c'est le health span. En français, ça va être la santé durable. C'est l'idée, non pas de juste prolonger l'espérance de vie, mais de prolonger la qualité de la vie. Oui, de vivre longtemps, mais en santé aussi. Pas pas d'avoir 15 ans de maladie chronique à la fin de notre vie, mais c'est ça, d'avoir une vie longue et en santé. Et prospère. Prospère. Parce qu'en ce moment, l'espérance de vie rallonge, mais les années de vie en mauvaise santé rallongent aussi. Fait exact. On prolonge de la maladie. Puis il y a même des enfants en ce moment qui commencent à souffrir de maladies chroniques qui étaient anciennement associées à la vieillesse. Donc cette espèce le lifespan rallonge, mais le healthspan diminue de façon radicale en ce moment. Puis je pense que c'est quand on a lu ça, justement, que les enfants souffrent de maladies chroniques. Avant, c'est juste, on vieillit, tout le monde. Vieillir, c'est souffrir, c'est normal. Mais là, les enfants aient des problématiques de santé,
qu'on voyait juste avant dans le, je sais pas, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Là, nous, ça a été un gros wake-up call. Ouais. Puis pas longtemps après, on avait notre enfant. Puis on a commencé à réfléchir à « Oh my God, mais quelle vie on veut lui offrir à cet enfant-là? » Qu'est-ce qu'on veut léguer à Marc-Ève? Puis une expression que toi t'as sortie, c'est « Ce qu'on règle pas, on le lègue. » Mm-hmm. Parce que le style de vie est légué à nos enfants. Par observation, les enfants vont répliquer ce qu'on fait, on leur offre ça. Fait que si nous, on change pas comment on vit, on n'essaie pas de trouver des solutions, c'est ça une culture aussi, c'est qu'on se transmet un bagage de croyances, de connaissances, puis on réplique la même réalité tant qu'il n'y a pas un changement qui se produit. Oui, puis en tant que parent, on a un peu réalisé qu'on doit incarner complètement le style de vie qu'on veut, qu'on veut offrir en fait à notre enfant. Si on veut un enfant qui est actif, c'est pas nécessairement juste de l'inscrire à des cours de soccer, même si c'est une option valide, mais faut nous, en tant que parents, être actifs. Ça a été un gros flip aussi. C'est pas juste de s'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut, mais c'est de nous incarner le style de vie, puis c'est en notre contrôle. Oui, parce que là, on a parlé de tout ce qui est notre désarroi, mais était où la lumière? Ouais. La lumière vient par toutes nos recherches avant la naissance de l'enfant, c'est que dans notre imaginaire, on avait une vision très forte de c'est quoi une vie vivace. C'est quoi être vivace. Ce qui m'a inspiré, c'est justement des récits anthropologiques, c'est de voir énormément de photos. J'ai des boards Pinterest complets de vie dans d'autres cultures, dans des tribus non industrialisées, où on voit des gens qui bougent pour leur action quotidienne, des mouvements naturels, en guillemets, des personnes âgées qui portent des enfants, des personnes âgées qui restent actives, parce que c'est ça, quand on lit des récits, les personnes âgées sont encore en santé longtemps. L'idée qu'on dépérit, c'est juste à cause de ce qui se passe présentement dans la société moderne, mais c'est pas nécessairement humain de passer 15 ans à dépérir. Oui, c'est pas parce que c'est normal en ce moment dans la culture que encore. C'est humain. Et naturel. Fait que d'avoir vu une de mes plus grandes inspirations, en fait, dans les dernières années, c'est pas des athlètes olympiques, c'est des grands-mères qui squattent parfaitement. Genre, c'est ça, c'est des grands-pères qui avaient des enfants en portage puis qui tirent des cruches, tu sais, qui amènent des cruches d'eau en même temps. Tu sais, c'est de m'avoir fait voir que un autre univers. Que mon corps, mon esprit peuvent être jeunes longtemps. Puis je me suis dit, je vais agir dès maintenant pour nous, pour nos enfants, pour que dans des décennies d'ici, ma vie soit encore nice, puis que lui ait une vie nice. Puis une question super puissante que je me suis fait poser par un ancien collègue d'HEC. Il m'a contacté, il faisait un travail d'université, puis il analysait un peu notre modèle, notre vision un peu du mouvement de la famille. Puis il m'a posé la question qui me reste en tête, il dit « Mais qu'est-ce que tu veux au fond? Qu'est-ce que tu veux pour ton enfant? Genre, qu'est-ce que tu cherches à accomplir? » Puis j'étais comme « Je savais pas quoi répondre. » Du coup, j'étais un peu nerveuse. Puis après, je me suis dit « ce que je veux pas, c'est que je veux pas juste agir pour la performance scolaire, parce que je pense que trop de choses autour des enfants, c'est pour qu'il y ait un développement du cerveau maximal, puis qu'il soit performant à l'école, puis que déjà là, dans ce train-là de la performance, mais qui s'analyse juste de la perspective scolaire ou d'entreprise pour dire qu'il va gagner plus d'argent plus tard. Il y a quelque chose d'un peu toxique, en fait, où on est dans le paradigme actuel. Je me suis dit, tu sais, c'est ça, je veux juste qu'il y ait une vie nice. Je veux juste qu'il ait les capacités, l'énergie et les capacités d'accomplir ce qui va lui plaire à lui. Tu sais, je veux pas lui dire c'est la voie qu'il doit suivre, c'est que je veux que, peu importe la voie qu'il choisit, comme profession, whatever, qu'il y ait toute la vivacité d'esprit de le faire, puis qu'il ne ressente pas ce que j'ai ressenti à certains moments dans ma vie d'une anxiété profonde ou d'avoir l'impression d'être accablé par le quotidien, justement. Parce que le style de vie de moderne mène à l'inertie, parce que c'est une vie de confort qu'on a conçue de cette façon-là. Fait qu'on veut... En tout cas, je sais pas si ça fait du sens, mais... Fait que bref, c'est ce que j'aspirais, tu sais, puis c'est la vivacité, finalement. Puis... Fait que c'est ça, fait que la lumière, on l'a vu par des images de personnes ailleurs dans le monde ou à d'autres époques. C'est ce qui nous guide maintenant.
c'est ce qui nous amène à dire, OK, on va développer un modèle où nos actions de maintenant vont nous faire sentir bien, mais c'est aussi un investissement pour le futur, puisqu'on va léguer à nos enfants et à sa descendance. Ça, c'est puissant de se dire comme, on a le pouvoir, comme parents, en ce moment, d'influencer la vie de notre descendance pour des générations. Des générations. C'est pas d'essayer de forcer nos enfants ou notre descendance à adopter un certain style de vie, mais au moins être fiers de ce qu'on vit. De ce qu'on leur lègue, ouais. Comme style de vie. Oui. Voilà. Puis, comment qu'on termine cette discussion? Fait que ça, ouais, ça menait à Vivace. Ouais, ça menait à Vivace. Puis, ouais, ça le menait à Vivace. Il y a les choses qui restent, en fait. Les discussions comme ça, on va les ramener. Ils vont sûrement être un petit peu plus courtes qu'avant, justement, parce qu'on a vu avec nous, parce qu'on va tester des nouveaux formats aussi ensemble de contenu éducatif. Plus synthétisé, plus peut-être un peu plus... D'ailleurs, on vous invite à venir nous suivre sur Instagram, peut-être. C'est là qu'il va y avoir le plus d'expérimentation par rapport à ça. Vivace.maison sur Instagram. Puis sur YouTube également. Le podcast va revenir très, très bientôt. Très bientôt. Qu'est-ce que... Je perds mes mots. Mais inscrivez-vous aussi. La nouveauté, c'est on va avoir un courrier hebdomadaire. On va partager 3 idées, des découvertes, justement, par des livres, des vidéos, toutes sortes de choses qui nous ont inspirés à agir de façon différente. Fait une idée, une action, puis c'est un courriel qui va se lire en 3 minutes. Fait que ça va être assez synthétique. Chaque vendredi, 3 idées, 3 actions, 3 minutes. Allez sur le site web vivace.maison. Vous allez voir notre petite face. Notre face. Notre face. Et après, vous pouvez vous inscrire à cette infolette-là. Fait que c'est un rendez-vous hebdomadaire. C'est un rendez-vous sur Instagram pour les prochains temps. On va être là. Et des nouveautés à venir parce que l'esprit du renard, la curiosité est encore là, puis on a envie de créer plus que jamais pour parler de justement c'est quoi une vie dans le continuum, c'est quoi une vie riche en mouvement qui mène à être vivace. C'est quoi une vie vache? Une vie vache. Bon. Ben ouais, tout le monde.